Encore une fois, je suis tout à fait ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque, à votre fenêtre sur le monde culturel, bien sûr, sur même les productions intellectuelles qui ont marqué la scène égyptienne pendant les derniers jours, les derniers mois ou même les dernières années. Nous poursuivons toujours notre discussion de cette œuvre intitulée « L'Égypte et passion française » de Robert Solé. Avec plus de précision, Robert Solé a essayé même de montrer cette formidable aventure commune dont les héros sont des égyptologues, des ingénieurs, des écrivains, des enseignants, des malfrates même, mais d'abord des peuples eux-mêmes que Robert Solé raconte ici dans cette œuvre. Donc Robert Solé a essayé de montrer comment les Français ont marqué la scène égyptienne depuis le XVIe siècle. Bien sûr, Robert Solé, né égyptien, arrivé en France à l'âge de 18 ans, et était même directeur adjoint de la rédaction du Monde, et en même temps, c'était un romancier. Donc, pour vous donner toujours plus d'éclaircissements, d'explications, vous devez être, chers téléspectateurs, très fidèles à notre invité de marque, professeur adjoint de la littérature comparée, Dr Ayman Randour. Vous êtes toujours bienvenu. C'est une TV internationale. Nous arrivons à un autre point très important, c'est le fait de creuser le canal de Suez et lier la mer Rouge à la Méditerranéenne. C'était un rêve français depuis le XVIe siècle. Oui. Et un des buts même établi par le Directoire après cela, pendant la Révolution française. Et bien sûr, à cette époque, il y avait plusieurs buts, comme couper les routes des Anglais, la Bonne Espérance, bloquer les Anglais et essayer de couper la ligne ou même ces contacts entre l'Inde et l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Oui, et donc c'était un rêve très important pour les Français. Je rappelle ici le monde Prosper Enfantin, le chef de Saint-Sémonien, qui a dit qu'il domine les Suez, domine cette région. Il peut entraver la relation de l'Angleterre avec les Indes, ça va, parce que dans ce moment-là, tu peux entraver cette route qui a dominé cette région. Oui, oui. Mais en même temps, on trouve que Bonaparte... Et il faut citer, s'il vous plaît, qui domine cette route et avec le canal de Suez, on peut diminuer de moitié la distance qui dure avec le cap de Bonne-Espérance. C'est ça? Oui. Oui. Donc, c'était l'un des buts de Bonaparte même de faire ce projet, mais malheureusement, les savants, je crois, il y avait un savant qui s'appelle la Pierre ou quelque chose comme ça, qui a fait des calculs, de mauvais calculs en ce qui concerne. Des calculs faux. Il a dit que l'eau de la mer Rouge est plus haute que celle de la Méditerranée. Oui. Et j'ai déjà dit que ce résultat remonte aux conditions difficiles dans lesquelles se trouve le Français. Parce que les Français ne sont pas adaptés aux conditions de climat en Égypte. Oui. Et il fait chaud comme d'habitude. C'est très difficile pour eux de faire des études bien faites. Est-ce que vous partagez le même point de vue de Robert Solé, si Bonaparte a secoué bien sûr son pays, la France, et la mettre dans une situation très intéressante, c'est la même chose pour Mohamed Ali? Est-ce qu'il y a vraiment, ou vous partagez vraiment cette comparaison? C'est ma question, mais je dois attendre votre réponse après ce petit reportage qui va jeter la lumière sur notre ouvrage d'aujourd'hui.
La ville du Caire est l'une des villes les plus diversifiées culturellement. Elle a témoigné au cours des siècles plusieurs époques historiques. La ville contient d'innombrables monuments antiques et modernes. C'est pour cela qu'elle est devenue un musée à ciel ouvert, qui comprend des monuments pharaoniques, grecs, romains, coptes et islamiques. L'histoire de la ville remonte à la création de la ville pharaonique de Houn ou Héliopolis. Actuellement Ain Shams, considérée comme l'une des plus anciennes villes du monde antique. Quant à la ville du Caire moderne, elle remonte à la conquête islamique de l'Égypte par Amr ibn al-As en 641 et la construction de la ville de Fustat, puis la fondation par les Abbassides de la ville de l'Askar, puis la ville de Qata'a par Ahmad ibn Touloun. Avec l'entrée des Fatimides en Égypte, le général Jawhar el-Saqili a commencé à construire la nouvelle capitale de l'État fatimide sur ordre du calife fatimide al-Mu'izz el-Din en 969. Et le calife l'a appelé le Caire. Le Caire a eu plusieurs surnoms à travers les siècles, comme la ville aux 1000 minarets, Misr al-Mahrousa, ou l'Égypte protégée, et le Caire d'Al-Mu'izz. À l'ère islamique, le Caire a témoigné une richesse architecturale distinguée. Des palais, des forteresses, des écoles et des mosquées. Ce qui lui a donné un aspect esthétique qu'on trouve encore dans les vieux quartiers. De retour, donc, chers téléspectateurs, d'après Robert Solé, dans son ouvrage intitulé L'Égypte et passion française, il a dit « On a reconnu pendant longtemps à Bonaparte un rôle essentiel. Au fond, il est venu secouer, réveiller ce pays qui vivait depuis très longtemps dans une sorte de langueur, d'endorcissement, et qui n'avait plus rien de ses splendeurs passées. Si Bonaparte secoue ce pays, ce n'est pas lui qui va le rénover, mais c'est Mohammed Ali, le fondateur de la dynastie égyptienne, prendra le pouvoir juste après le départ des Français qui ne restaient d'ailleurs en Égypte que 38 mois. Donc Mohammed Ali fera de l'Égypte un empire, se posera d'ailleurs en successeur de Bonaparte. Votre commentaire, monsieur? Oui, vraiment, Napoléon a commencé la route, c'est Mohammed Ali qui va continuer. Mais chacun a son but. Oui. Napoléon pour dominer cette région, Mohammed Ali pour établir l'État moderne. Il s'est intéressé à envoyer des missions à la France. Oui. En même temps, il y a des Français qui se trouvent en Égypte, qui pratiquent l'instruction, qui travaillent dans les santé. On peut citer parmi les dans la santé, dans le domaine de l'enseignement. Oui, parmi les Saint-Sémoniens, il y a un docteur qui s'appelle Dussab et sa fille. Ils se trouvent en Égypte pour affronter l'épidémie de choléra, oui, avec une infirmière qui s'appelle Suzanne Violquin. Donc, je crois que Mohammed Ali est le fondateur de l'État moderne, sans aucun doute. Oui, et bien sûr, Antoine Barthélemy, Claude, ou ce qu'on appelle Claude B. Claude B. Oui, Claude B, et d'après Robert Solé, était l'une des raisons du renouvellement de la médecine égyptienne et l'enseignement de la médecine, et même les soins infirmiers
ici en Égypte. Il y a une autre scène qui a été bien sûr illustrée comme reconnaissance à Clopet. Il y a jusqu'à maintenant la rue Clopet qui se trouve ici au Caire. Oui, oui. Donc c'est une reconnaissance de la part de l'Égypte. Oui, et même je crois que d'après Solé, Clopet a contribué à l'établissement de l'hôpital Ras El Ain, je crois. Oui, l'hôpital français. L'hôpital français de Ras El Ain. Oui. Une autre scène qui a été bien sûr illustrée dans cette œuvre, c'est l'obélisque de Luxor qui se trouve actuellement dans la place de Concorde. Je crois que c'est un crime commis par Mohamed Ali. Mohamed Ali, je ne sais pas comment dire, pour plaire les puissances, il a présenté deux obélisques, l'un à l'Angleterre, l'autre à la France. Oui. Il y a le bateau Luxor qui est venu ici en Égypte en 1833, je crois, 1865. Oui. Et elle a porté l'obélisque. Et en France, on a vu l'installation de cet obélisque. Quand j'ai regardé cet obélisque dans la place Concorde, je suis très triste. Oui. Autre question, c'était les saints simoniens, comme vous venez de nous souligner. Mais d'après, encore une fois, Robert Solé, les saints simoniens se sont considérés comme la deuxième campagne culturelle et intellectuelle de France en Égypte. La deuxième expédition culturelle, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un slogan adopté par les saints simoniens, c'est l'association universelle de peuples. L'association universelle de peuples. Je crois que cette idée que nous cherchons aujourd'hui, qui réside, qui compte sur la tolérance. Pour moi, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, ni juifs. Toute l'humanité doit cohabiter, doit coexister dans ce monde. Donc, c'est l'idée des saints simoniens, l'association universelle de peuples. Ils ont invité aux idées socialistes, à l'industrie, c'est ça. Quand ils sont venus en Égypte, ils sont venus pour chercher la femme mère à qui Prosper Enfanta doit se marier. Donc Prosper Enfanta, c'est le père et la femme, mais si la femme attendue, c'est la mère. Et ensemble, le couple invite tout le monde à l'association universelle de peuples. Oui. Mais avec la durée, le passage de temps, ils sont restés en Égypte, ils ont commencé à pratiquer la science. Il y a parmi eux des ingénieurs, des médecins. Les médecins ont affronté l'épidémie qui a frappé beaucoup d'Égyptiens à ce moment-là. Je crois qu'ils ont contribué à établir l'école polytechnique à ce moment-là. Oui. Mais même Solé a dit que les simoniens ou les ingénieurs simoniens ont essayé de relier la mer Rouge à la Méditerranée. C'était au début, mais après le refus de Mohamed Ali, ils ont donc aidé Mohamed Ali à établir, à construire les barrages sur les Nils. Donc c'était une autre sorte de coopération entre Mohamed Ali et les Simoniens. Et en même temps, on trouve que ces mêmes Simoniens ont vu que le progrès économique en Égypte ne peut être entravé, car toutes les choses entrent les mains de Mohamed Ali. Alors que les pays démocratiques sont frappés par l'impuissance vu la pression de l'opinion publique. Les saints simoniens ont dénoncé la politique de Mohamed Ali qui compte sur la corvée. Ils combattissent avec le peuple égyptien, les paysans qui travaillent corvée, qui se crèvent les yeux, qui se coupent les mains afin de ne pas entrer dans l'armée égyptienne.
Je crois que c'était sous le khedive Ismaïl pendant la corvée. La corvée a commencé avec Mohamed Ali et a continué jusqu'au creusement du canal de Suez. Les saints Simoniens ont proposé que les paysans commencent à travailler sous la direction des ouvriers techniciens afin de ne pas aborder la mort. Oui. Permettez-moi encore une fois de prendre un tout petit reportage et après cela, on se retrouvera. L'agression tripartite ou la crise de Suez est survenue en Égypte en 1956. La crise a commencé après la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte. Israël, la France et la Grande-Bretagne ont lancé une offensive militaire contre l'Égypte. Les Britanniques, les Français et les Israéliens avaient tous des problèmes avec le gouvernement de Nasser à cette époque. Ils ont exploité la nationalisation du canal pour attaquer l'Égypte. Ils ont planifié secrètement qu'Israël attaque et s'empare du canal. Ensuite, les Français et les Britanniques intervenaient en tant que force de maintien de la paix et contrôlent le canal. Comme planifié, les Israéliens avaient attaqué et contrôlé le canal. Puis les Britanniques et les Français sont entrés et ont ordonné aux deux parties d'arrêter les combats. Mais quand l'Égypte a refusé la cessation des combats, la Grande-Bretagne et la France avaient attaqué les forces aériennes égyptiennes. Les Américains étaient en colère contre les Français et les Britanniques. En même temps, l'Union soviétique envahissait la Hongrie. L'Union soviétique menaçait elle aussi de s'interférer dans la crise de Suez aux côtés des Égyptiens. Les États-Unis avaient forcé les Israéliens, les Britanniques et les Français à se retirer afin d'éviter un conflit avec l'Union soviétique. Donc, très vite, nous poursuivons toujours notre discussion de cet ouvrage, les grandes idées, les lignes directrices de cet ouvrage. Et cette fois-ci, nous devons arriver à Nerval et Flaubert, qui étaient bien sûr des écrivains, mais aussi des voyageurs qui sont parvenus ici en Égypte. La relation entre la France et l'Égypte est tangible avec la venue des écrivains voyageurs, parmi lesquels on peut citer Nerval et Flaubert. Nerval et Flaubert sont venus en Égypte. Nerval est frappé d'une maladie nerveuse et Flaubert la même chose. Nerval est venu en 1843 et Flaubert en 1849. Mais les 6 ans qui séparent les deux auteurs, ici, avec Nerval, il y a Mohamed Ali, sous le règne de Mohamed Ali, et avec Flaubert, sous le règne d'Abbas. Si Mohamed Ali encourage les Égyptiens à voyager pour l'Europe, pour prendre la science, c'est Abbas qui est hostile aux Européens. Donc, il y a une différence. Et Abbas qui était très hostile aux Européens. Aux Européens. Mais ce n'était la même chose sous Saïd, celui qui dit Saïd. Non, Saïd. Ismaïl. Saïd a adoré la politique de Mohamed Ali.
Oui. Oui, mais Nerval a écrit un livre très remarquable intitulé Le voyage en Orient. Le chapitre central de ce livre est intitulé Les femmes de Caire. Elle a habité dans le Caire 2 mois et 10 jours, dans lesquels elle s'est mariée avec une esclave javanaise qui s'appelle Zainab, parce que la société Kérote refuse qu'il y a un célibataire parmi eux. Oui. Elle a remarqué la société égyptienne. Elle a vu un cortège parmi les fenêtres de sa maison. Elle est descendue derrière ce cortège. Elle voit le mari, la femme ou l'épouse. Elle commence à présenter les traditions de la société égyptienne en présentant quelques mots comme le mot taïeb qui facilite toute chose en Égypte. Par exemple, l'année qui dit Smalak, il a dit ensuite à la gauche. Flaubert est venu en 1849, c'est ça. Elle a parlé de Koshokhanim, c'est la maîtresse de Khedive Abbas. Elle a présenté le Caire, mais d'une manière différente de Nerval. Oui. Flaubert est venu avec un homme qui s'appelle Maxime de Camp, alors que Nerval est venu avec un autre qui s'appelle Joseph Fonfred, Oui. qui a soutenu financièrement le voyage. Oui. Et le Khedive Ismaïl a essayé de faire du centre du Caire actuellement ce qu'on appelle une France égyptienne. Oui. À travers l'architecture, à travers la construction de... On dit vraiment que l'Égypte, à ce moment-là, est le Paris de l'Orient. Les Européens viennent ici pour visiter l'Égypte et regarder le bâtiment. Quand on regarde aujourd'hui un bâtiment qui est au début de ce siècle, vous connaissez la valeur de l'architecture. Mais avec le creusement du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, l'Égypte a connu, si je peux dire, l'ère de la dette. L'Égypte a submergé par la dette. Oui, mais toujours le canal de Suez, c'est le poids qui lie la France à l'Égypte. Oui. Même l'agression en 1956 est à cause de la nationalisation de ce canal. En tout cas, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention, Merci. pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Je répète mes remerciements d'être là avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ayman Al-Ghamdoul, professeur adjoint de la littérature comparée. Merci. Et c'était la même chose pour vous. Donc, c'est la fin de cette rencontre. Et actuellement, je dois vous laisser avec le box-office. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition et il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.